Bienvenue à tous et merci de regarder Télé 50. Vous regardez également votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo. Décryptage. Décryptage, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité, nous allons faire un focus sur la situation politique en général, nous allons parler des interventions intempestives de la communauté internationale, mais nous irons aussi dans le Haut-Katanga pour faire le point sur la motion de défiance qui a fait partir le gouverneur Kazembe de son poste. Mais nous parlerons également des motions, des défiances au niveau des assemblées provinciales avec un invité, un analyste politique, Thierry Mukelekele. Mais dans cette émission, je le reçois en qualité de journaliste d'investigation, puisque vous l'êtes. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Télé 50 et merci à ceux-là qui nous suivent. Voilà. Alors, la première question, elle est un peu, je dirais, dérangeante, mais laissez-moi vous la poser. Aujourd'hui, il y en a qui croient, qui acceptent que les motions des défiances au niveau des assemblées provinciales sont monnayables. Est-ce que vous acceptez ce point de vue? Bien. Il y a un business autour des motions. Bon, tout laisse à croire que ce genre de comportement nous donne la voie des monnaies qui circulent et des pressions pour que l'exécutif se sent affaibli afin de monnayer son fauteuil. Oui. Parce que chaque fois qu'il y a motion, on ne rentre même plus dans la Constitution. On ne sait plus même respecter le rituel du règlement intérieur. À ce sujet. À ce sujet. On vise juste à atteindre l'objectif, c'est-à-dire nous avons besoin d'argent. Si vous ne nous donnez pas l'argent, on vous éjecte. Vous savez que ça se passe comme ça? Ça se passe parce que nous avons travaillé non seulement dans les assemblées dans les 4 provinces, mais nous avons suivi beaucoup de débats à la télévision, à la radio, avec les autres provinces, où des gouverneurs se sont vus éjectés, oui, où des gouverneurs se sont vus appelés pour consultation et sont restés à Kinshasa en train de faire le tourisme. Donc tout cela tourne autour de l'argent parce qu'on estime que c'est l'exécutif qui tourne l'argent en main. oui. Et s'il n'y a pas Tokoliate, eh ben, on éjecte l'exécutif. Alors aujourd'hui, la réalité, c'est que les gouverneurs, aujourd'hui, nourrissent les députés provinciaux. Ils sont devenus des amis. Non seulement nourrissent les députés provinciaux, les gouverneurs sont victimes, des familles politiques, parce qu'on quitte finalement le droit administratif et même le droit constitutionnel qui régit les institutions de la République. On commence à jouer sur les qualitatifs des familles. Nous t'avons placé là-bas, ce n'était pas pour tes propres intérêts. Le parrainage, voilà, au sein des familles politiques. Alors, ça crée une confusion dans le système de la gestion du denier public. Quand le retour n'est pas consistant, peu importe ce que le gouverneur fait, on peut le faire sauter. On peut le faire sauter. Alors, c'est une conséquence fâcheuse qui va jusqu'à nous amener où on crie sur la République démocratique du Congo au niveau international qu'il y a mauvaise gestion, il y a corruption, il y a contusion, il y a beaucoup de choses autour de cette question-là. Alors, au regard de la Constitution, comment devrait être présentée une motion de défiance contre un gouverneur? Bien, la motion de défiance s'adresse à un membre du gouvernement. Ce membre du gouvernement ayant perdu la confiance d'un ou de plusieurs députés. Mais généralement, la motion est initiée par un député après enquête au préalable. Mais là où le bas blesse, c'est que quand vous voyez plusieurs de nos députés, ils n'ont pas d'abord de cabinet de travail. Donc c'est de son initiative, c'est par sa tête. Il dit que bon, j'ai été voir le gouverneur ou j'ai été voir le tel ministre, il ne réagit pas, alors j'active une motion, ça va faire pression pour qu'il revienne à la raison. Et quand il y a maintenant concours de circonstances et nous tombons dans un complot institutionnel, ça nous amène à la réalité. Parce qu'une fois que la confiance est ôtée dans un membre du gouvernement, ce membre est réputé démissionnaire. Mais quant à la motion de censure, généralement la motion de censure touche le chef du gouvernement.
soit le Premier ministre, soit le gouverneur. Mais maintenant, dans ce cadre-là, il y a une procédure réglementaire dans les assemblées. Motion d'information, motion d'interpellation. Deux fois, le député va rencontrer l'autorité pour lui dire que voici ce que nous avons trouvé dans votre manière de travailler. Nous estimons que vous devez revenir à l'ordre. Si l'inculpé ou l'incriminé persiste, alors on rentre voir ses collègues députés pour dire que non, regardez, j'ai mené des démarches pour remettre notre ministre à l'ordre, ou notre Premier ministre, ou notre gouverneur, ou notre ministre provincial à l'ordre, mais ce monsieur ou cette dame va toujours en vagabondage. Moi, je pense qu'il ne doit plus jouir de la confiance de l'Assemblée. Et là, vous activez maintenant les signatures. Vous allez convaincre, vous faites une campagne contre un ministre ou son chef. Pour faire adhérer les autres. Pour faire adhérer les autres. Mais aujourd'hui, Eza Makambo Masolo dit il faut faire tomber ces messieurs parce que Tozo Liate. C'est vrai. Ah oui, attends, j'en parle. Ah oui, attends, j'appelle, j'en parle. Et puis on vient dans l'Assemblée, on dit que non, il doit tomber. Et parce que la Constitution dit qu'une fois le quart ou le dixième adopte une motion, elle passe. Et une fois la majorité adopte, le gouvernement tombe ou l'incriminé tombe. Vous voyez. Mais on oublie que le mécanisme du droit constitutionnel prévoit que les règlements intérieurs des assemblées doivent être respectés. C'est quand nous allons en exception de l'inconstitutionnalité d'un acte réglementaire ou législatif en ce qui concerne... Ça, vous le dites de façon générale. Ouais. Mais pour le cas précis du Haut-Katanga, l'erreur, la faute, la démarche, la mauvaise démarche, c'est situé à quel niveau? Bien, j'ai eu la chance d'échanger avec le député motionnaire. Oui. Cette fois-là, c'est sur une radio de la place. Mais vous suivez que le député n'a pas la maîtrise même de la motion, même des démarches de la motion. Et chose grave, le député motionnaire dit clairement que l'enquête parlementaire est en cours, mais nous n'avons pas les conclusions. Suite à ce qui s'est passé à l'hôtel Caravia, quand nos autorités de notre plateforme étaient venues, il y a eu des populations qui sont venues se plaindre devant des autorités de notre plateforme. Et quand il y a eu des ministres du gouvernement qui sont venus se plaindre à l'hôtel Caravia, donc là, nous quittons d'abord les institutions de la République. Nous sommes dans une famille politique et nous sommes à l'hôtel Caravia. Ce qui ne devrait pas être fait. Ce qui ne devait pas être fait. Et le député précise, c'est comme ça que nous sommes venus à l'Assemblée. Et quand nous arrivons à l'Assemblée, nous n'avons pas encore invité le gouverneur. Le gouverneur nous envoie une lettre méchante, une lettre qui nous insulte. C'est comme ça que nous l'avons fait tomber. C'est clair. Quelqu'un, il vous l'a dit. Le député motionnaire a échangé avec Thierry Mukelekele pendant 45 minutes. Sur une radio, l'émission est encore sur Internet. Il n'y a jamais eu interpellation du gouverneur. Il n'y a jamais eu l'écouter officiellement sur le plan institutionnel. Il a été écouté et conseillé en famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé un mois plus tard pour qu'il y ait une motion, un acte réglementaire qui répond aux normes de droit constitutionnel? Alors, quand nous constatons que cette motion ne répond pas aux droits des normes constitutionnelles, nous menons les enquêtes. Nous arrivons à Kinshasa, nous trouvons qu'il y a un amalgame entre ce qu'on a décrié dans le chef du gouverneur de mauvaise gestion. On retrouve qu'il y a une cagnotte de 27 millions 600 000 $ qui serait logée auprès d'une banque. Auprès d'une banque. Et on ne connaissait pas bien l'intitulé, on accuse directement le gouverneur de détournement. Mais le parquet général aide à nous faire découvrir quand on bloque le compte. On trouve qu'on a bloqué le compte du gouvernement provincial du Haut-Katanga et non du gouverneur ou de M. Kazembe du Haut-Katanga. Le compte en question
Est-ce qu'il n'est pas un compte parallèle? Est-ce qu'il n'y en a pas deux, à part celui-là? Pouvez-vous le confirmer sur ce plateau? Non, il n'y a pas deux, parce que nous avons poussé loin les investigations. Oui. Quoique nous n'avons pas autorisation, de toute façon, ce n'est plus un secret d'instruction. Le dossier est clos, le parquet a publié, ou il y a des gens qui ont publié des documents du parquet, ou la réquisition du parquet général témoigne que l'intitulé du compte, c'est gouvernement provincial du Haut-Katanga. Il n'a pas détourné de l'argent. Il n'y a pas eu détournement et les 27 600 000 sont logés dans un sous-compte. Parce que nous nous renseignons, le gouvernement provincial a un compte en francs depuis le mois de janvier 2017. Alors que l'argent qui venait, c'était de l'argent en devise. La banque demande d'ouvrir un sous-compte. Parce qu'on ne pouvait pas mettre la devise dans le compte en francs. Alors, dans le mouvement... Et ce compte-là, il a été ouvert quand? Le compte est ouvert au mois de mars. C'est quand l'argent arrive. Aux alentours du 18-20 mars, c'est quand l'argent arrive. Et l'argent doit quitter la banque centrale vers cette banque-là. Et le sous-compte, c'est toujours au nom du gouvernement provincial? Gouvernement provincial. Vous le confirmez? Les documents existent. Nous avons été fouinés. On a trouvé des documents. D'où le député motionnaire n'avait pas la bonne information. Il a pris la rumeur, il en a fait une information et une motion. Donc le gouverneur est victime? Mais oui, c'est une victime qui est créée dans la famille. Sa famille politique? Sa propre famille politique. Parce que le député qui est une transfuge de l'UNAFEC, Kyungwa Kumwanza, vers le PPRD, s'est évertué à attaquer le gouverneur qui est du PPRD. Et certains membres de Kinshasa se retrouvent dans cette histoire n'ayant pas la vraie information. Ici, il y a eu manque d'information. C'est comme ça que les choses sont allées vite en besogne. Et cet argent était destiné à quoi, les 27 millions? Il était destiné à la construction de l'aéroport? Oui, dans l'entendement du gouverneur. Oui. Il dit que c'est de l'argent qui arrive en province. Nous faisons de grands projets, de grande envergure, notamment la construction de l'aéroport, la réhabilitation des bureaux des mairies, des bureaux communaux, des chefferies. Et il y aurait dans l'entendement du gouverneur la construction des maisons des différents chefs coutumiers, chefs des secteurs. Donc c'était un long projet. Et cette photo-là de l'aéroport, la maquette de l'aéroport qui circulait sur le net? Bien, c'est un modèle. C'est authentique? C'est un modèle d'une maquette que le gouverneur a déjà pour proposer. C'est pourquoi dans la lettre... Ce n'est pas l'aéroport de Toulouse? Mais oui, c'est une maquette. On a toujours... c'est le copier-coller de l'aéroport de Toulouse? Mais tout à fait. Je dis que si quelqu'un veut faire mieux comme Télé 50, il faudrait qu'il arrive à Télé 50, il voit ce que c'est Télé 50, et il dit que je ferai comme Télé 50. Mais peut-être pas à 100%. Quand quelqu'un visitera l'autre bureau, on dira que non. D'habitude, je vais à Télé 50, pratiquement, c'est comme Télé 50. Mais ça ne sera jamais Télé 50. Ce qui veut dire que cette maquette-là... Et cette photo-là, cette maquette-là a existé avant que cette affaire n'éclate ou bien après? Non, déjà. C'est pas un faux fouillant, un prétexte? Non, non, c'est pas un faux fouillant, parce qu'il y a une lettre qui est sortie, oui, qu'on a adressée à la présidence de la République pour demander les autorisations, parce que construire un aéroport relève des compétences du gouvernement national. Il y a de ces compétences-là où, dans la répartition des compétences entre les provinces et le gouvernement national, il y a des compétences qui se croisent. Notamment, cette compétence-là, le gouverneur s'est adressé à la hiérarchie. Est-ce que je peux faire ça comme initiative? Donc, pendant que le gouverneur attendait la réponse de la hiérarchie, dans son gouvernement, n'ayant pas la bonne information, ils se sont saisis de la rumeur, ils ont envoyé à Kinshasa. C'est son propre gouvernement qui a orchestré le premier complot. Ce sont ses propres ministres qui ont vendu le gouvernement, si on peut dire. Alors, mais on dit que le gouverneur centralise tout. Même les ministères qui doivent gérer eux-mêmes de l'argent de façon autonome, le gouverneur ne leur laisse pas du temps. Bon, vous allez par exemple
au ministère, je donne un exemple, au ministère provincial du plan, le ministre, même quand il faut commander des papiers, il faut que le gouverneur donne de l'argent lui-même. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi il a eu des traîtres dans son propre gouvernement, parce que les gens ne se retrouvent pas, il se retrouve lui-même. Voilà, c'est le mauvais terme qu'on peut utiliser dans une action gouvernementale. Ce qui est vrai, est-ce que des ministres ont sorti des projets et que le gouverneur les a bloqués? Je n'ai pas vu un seul projet. Mais nous savons, après enquête, non, le ministre, il y a eu, oui. je vous en prie, après enquête, il y a eu un couac entre le gouverneur et son ministre des Infrastructures. Le gouverneur ayant reçu un opérateur économique qui voulait arranger une route, ils se sont mis d'accord sur 260 000 $. Le gouverneur autorise et demande à cet opérateur de s'adresser au ministère des tutelles, des infrastructures. Quand l'opérateur arrive au ministère des tutelles, ce sont les techniciens du ministère des tutelles qui gonflent la facture. Ça passe de 260 000 à 560 000. Quand ça rentre chez le gouverneur approuve le projet, mais rejette les 560 et retombe à 260 000 comme convenu à temps ou avant. Et c'est là qui a fait fâcher le ministre des Infrastructures. Il y a eu le deuxième problème avec son ministre prêt, le gouverneur. Mini-prêt, oui. Où le gouverneur s'engage avec deux grandes sociétés de la place. Je ne vais pas mettre les sociétés. Mais lui, il s'engage à leur place, il est gouverneur. Permettez. Oui. Quand ces sociétés viennent poser des problèmes, c'est l'autorité qui reçoit et il oriente. Et c'est le mini-prêt qui prend ces documents, qui rentre à cette société que ce projet ne peut pas passer si je n'ai pas ma commission. Et la commission était de 500 000 $. La société n'a payé que 400 000 $. C'est vérifiable. Donc, lui aussi, c'est un peu à la matata. Oui, c'est une gestion assez orthodoxe. Il est banquier et ça lui crée des problèmes. Alors, le système des Tozo Liaté, aucun membre de son gouvernement ne lui a tenu informé. Il n'y a aucun document, en tout cas à moins que je m'en abuse, d'un de ces ministères où on introduit un projet que le gouverneur a rejeté. C'est comme ça que nous nous sommes dit non, ce système ne doit pas continuer. Parce que si ça continue comme ça, c'est-à-dire que réellement, la République sera toujours mal cotée au niveau international. Il y a de l'argent qui entre, qui est donné par des grandes sociétés, mais cet argent est dilapidé dans un système qui n'est pas bon, alors que le système devait être collégial. D'accord. Comment trouvez-vous aujourd'hui les relations, en tant que journaliste d'investigation, entre le gouverneur et sa famille politique, le PPRD? Est-ce que les relations sont au beau fixe, à votre avis? Bien, moi je pense que les relations sont encore meilleures. Mais il y a toujours dans une famille des brebis galeuses. Il est souhaitable que les autorités du PPRD se saisissent de l'affaire, essayent d'équilibrer les choses. Parce que jusqu'au dernier voyage du gouverneur, nous avons vu des membres du PPRD l'accompagner. Mais dans son dos, il ne savait pas qu'il y a encore un membre du PPRD qui avait une motion entre ses aisselles. Donc, il y a des brebis galeuses. Je pense qu'au niveau du parti, il faudrait qu'on essaye d'arranger. Parce qu'au moment où nous parlons, l'exécutif provincial est intact. Le gouverneur n'ayant pas démissionné. Mais pourquoi? Ben parce qu'il a trouvé qu'il y avait anguille sous roche. Et ses avocats lui ont conseillé qu'il n'y a qu'à de l'exception en inconstitutionnalité de l'acte réglementaire. Article 162 en référence. Malgré le droit, si la machine est déjà décidée qu'il parte, il va partir. Non, moi je ne pense pas que la Cour constitutionnelle est de la famille politique du gouverneur. C'est le dernier recours. Quand il y a inconstitutionnalité, la Constitution est claire à ce sujet. Article 161, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est les présidents des assemblées et le président du Sénat. Ce sont les gouverneurs qui saisissent la Cour constitutionnelle pour interprétation ou pour inconstitutionnalité. Or, nous qui sommes des juristes autodidactes, nous découvrons qu'en échangeant avec le député motionnaire,
il est loin de la Constitution. Comment va-t-il travailler si jamais aujourd'hui il serait rétabli dans ce droit? Comment va-t-il travailler avec une assemblée provinciale de cette façon-là? Non, la crise était déjà... la crise est déjà à jour. Le président de la République ferme cette assemblée. La Constitution est claire. Au cas contraire, Kazembe a des citoyens qui sont derrière lui. Il lui faut seulement une pétition. Article 27. Ça dit que nous sommes dans la Constitution. Un individu ou un groupe d'individus saisit l'autorité politico-administrative avec une pétition. Est-ce que pour une assemblée provinciale, faudra-t-il 100 000 signatures? Je ne vois pas. Pour le Haut-Katanga, c'est dans peu de temps. Rien que dans la ville de Lubumbashi, les gens peuvent réunir 100 000 signatures pour fermer cette assemblée. Parce qu'il ne faut pas oublier les aspects sécuritaires sur lesquels Kazembe a amené le calme dans le pays et dans le Grand Katanga. Le député n'en fait pas cas. Et même les gens qui ont comploté contre lui n'ont pas vu que 7 mois après, le Grand Katanga est dans le calme absolu. Et par rapport à ça, la famille politique en a bénéficié. Écoutez, quand Kazembe tombe, quelle est la conséquence? L'ombre de Moïse Katumbi apparaît. Parce que le prochain gouverneur, qu'on le veuille ou non, avec tout ce que le G7 a perdu, mais la mise sera grande. Et nous connaissons la conséquence d'avoir des députés qui n'ont pas eu l'argent de Kazembe. Et la conséquence est claire. D'où même la famille politique doit comprendre que... Donc il est de l'intérêt de la majorité présidentielle. De la majorité de bien gérer cette question de Kazembe. Comme il n'a pas démissionné et que la Constitution lui donne les voies des recours, ça dit que la majorité ou la famille politique du gouverneur devra jouer pour qu'on garde intact le Haut-Katanga par cette famille politique-là. Mais de caractère, c'est un personnage qui n'est pas trop flexible par rapport à ses parrains aussi, qui ont fait qu'il devienne ce qu'il est. Bien, bon. Je vous donne 2 exemples ou 3. Rapidement, parce qu'on a terminé. OK. Le chef de l'État, quand vous lui informez que les États-Unis vont vous envoyer un missile, il sera à sa résidence en train d'attendre ce missile-là. Que le missile le trouve à sa résidence. Mais tandis que Kazembe, quand vous lui donnez seulement l'information, il monte dans les airs. Il va rencontrer les missiles. Mais quant à Moïse Katumbi, il ne paye que celui-là qui a la clé. Comme ça, les missiles ne s'en vont pas. Donc ça fait des personnages différents. Kazembe, il est comme ça. Lui, il est tout feu, tout flamme. Il veut terminer le problème en avant-plan. Bien sûr, maintenant, il doit organiser son service de communication qui est vraiment mal en point. C'est ce qui a fait que ça l'amène à tout ceci. Mais aussi, les erreurs au niveau de sa hiérarchie. En quittant le Katanga, il laisse un intérimaire. Pendant qu'il est à Kinshasa, il y a une motion en gestation. Son vice-gouverneur démissionne. 2 heures avant la motion. Pendant que le vice-gouverneur démissionne, lui, Kazembe, avait laissé un intérimaire. C'est à lui d'informer sa hiérarchie que comme j'ai des problèmes maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle, ça me prendrait des 0 à 8 jours ou des 0 à 30 jours, j'ai laissé X ministre comme intérimaire. Et la hiérarchie entérine. Mais qu'est-ce que nous avons eu sur Internet samedi? Au niveau du ministère de l'Intérieur, on désigne un ministre du gouvernement Kazembe comme intérimaire. Alors que la désignation... Le vice-premier ministre. Voilà. La désignation, la révocation... C'est une faute grave, à votre avis? Mais oui. OK. Ce n'est que le président de la République qui a qualité, et les généraux, et les gouverneurs, et les ministres. C'est la compétence révolue au chef de l'État. Merci beaucoup. Thierry Mukele-Kele, journaliste d'investigation, merci d'être venu sur ce plateau pour nous apporter de la lumière sur cette question dans le Haut-Katanga, l'Assemblée nationale, évidemment la motion de défiance contre le gouverneur Kazembe. Merci d'avoir été de nôtres. C'est moi qui remercie Télé 50. Même si mes questions ne sont pas encore épuisées. Bien, on est ouvert à Télé 50. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Invité, décryptage plutôt. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.